Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7 et à cette émission, le journal de la rédaction. Ce soir, nous allons parler de cette guerre larvée entre le Parlement et le gouvernement à la suite de l'interpellation du Premier ministre. Une interpellation que nous avions cru enterrée, mais que l'auteur de l'initiative a annoncé récemment qu'il avait de nouveau repris la démarche auprès de ses collègues pour pouvoir obtenir la convocation du Premier ministre devant l'Assemblée nationale. On va également parler de la reprise de pourparlers à Kampala, alors que depuis le 15 mars dernier, tout le monde avait cru que Kampala ne servait plus à rien après les avancées obtenues à la suite de la signature de l'accord cadre, même de la résolution des Nations Unies qui institue ou qui demande le déploiement de la brigade d'intervention. Et aujourd'hui, on apprend que le pourparlers de Kampala va encore reprendre, probablement pour déboucher sur un accord. Et enfin, cette affaire qui a défrayé la chronique en fin de semaine, le pasteur Denis Lessi et un groupe d'autres personnes présumées escrocs ont été présentés devant la justice congolaise pour des activités d'escroquerie, mais aussi une association de malfaiteurs. Et tout ça, voilà les sujets qui vont faire l'émission, le menu de cette émission qui reçoit pour vous ce soir Michel Moukebaï du journal Congo News. Bonsoir. Bonsoir Charlie. À ses côtés, nous avons Joachim Diana du journal La Colombe. Bonsoir. Bonsoir Charlie. Et bienvenue Marie Bakoumania du groupe Mediaset. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Charlie. Daniel Safou du journal Le Point Saillant Plus. Bonsoir Daniel. Bonsoir Charles. Voilà, nous allons... Merci à vous tous, encore une fois de plus. Mike, nous ouvrons cette question avec vous. En courant de la semaine, tout le monde était surpris par la décision du député Mayo, qui est de l'UNC, je précise, qui était l'auteur de l'interpellation ou la question orale avec débat adressée au Premier ministre, mais qui... Plutôt, c'était une motion de censure d'ailleurs, et qui, à ce moment-là, avait annoncé qu'il avait retiré sa motion à la suite de beaucoup de circonstances qui entouraient l'examen de cette initiative parlementaire. Mais on apprend à de bonnes sources que la démarche est encore en cours au niveau du Parlement. Globalement, comment vous avez analysé cette initiative, sa fin et aujourd'hui sa renaissance? Non, je ne crois pas qu'il y a renaissance. Je crois que s'il a renouveler sa motion, à mon point de vue, c'est une erreur stratégique. Déjà, en règle générale, il est difficile, on ne l'a jamais vu nulle part au monde, qu'une majorité accepte de choisir son Premier ministre sur la base d'initiatives venant de l'opposition. Et davantage en République démocratique du Congo, nous avons l'expérience du mandat passé. En fait, en réalité, ici, le Premier ministre est nommé à la discrétion du chef de l'État, Kabila, qui se retrouve aujourd'hui dans la position de chef de la majorité. Et je crois que si Kabila veut faire partie de son Premier ministre, il lui demandera de démissionner. Il ne va pas chercher à l'humilier devant l'Assemblée nationale, c'est vraiment clair. Et une autre crainte au niveau de Kabila, c'est que s'il laisse l'Assemblée déchoir son Premier ministre, c'est que demain, il ne pourra plus contrôler cette majorité. Je crois qu'il est hors de question pour Kabila de laisser l'Assemblée nationale aller jusqu'à ce point. Il y a une réalité, l'opposition qui est très minoritaire, qui, selon peut-être les derniers chiffres, arrive à 120 ou 130 députés. Difficile pour cette opposition de compter réunir les 125 signatures, rien qu'avec ses propres sociétaires, parce que quand vous êtes à 120, vous dites que ce n'est pas tous les 120 qui vont signer. Alors l'opposition a tablé sur un ralliement de quelques députés de la majorité. C'est là que quand tu dis qu'il y a conflit entre l'Assemblée nationale et Matata, j'ai dit non, il n'y a pas de conflit entre les deux. Le problème est qu'il y a certains frustrés de la majorité qui en veulent à Matata pour plusieurs raisons. Il y a les Kassi qui sont dessus, notamment, excusez-moi de citer le nom, Evariste Bourchav, qui pensait qu'il était en droit de devenir Premier ministre avec sa majorité mosaïque de 150 députés, PPRD et alliés. Autour de lui, vous avez les Lumanu, vous avez les Boulambo, vous avez les Kantitima, ça ce sont les Kassiques, qui pensent encore que la primature leur revient de plein droit. Et vous avez un deuxième groupe, ce sont un peu ceux qui sont classés comme les Tozoliatés, quoi.
qui disent que Matata ne comprend pas la politique des prébendes. D'ailleurs, c'est qui a félicité chez Matata. Alors, l'opposition pensait compter sur le ralliement de ces groupes-là, mais Kabila a tapé du poing sur la table. Beaucoup ont retiré les signatures. Et alors, dans ces conditions, je ne vois pas comment cette initiative pour aboutir. La difficulté, je termine par là, la difficulté de Baudouin Mayo, c'est qu'il a entrepris l'initiative, il a retiré, et ceux de l'opposition qui avaient approuvé, qui avaient signé, disent, monsieur, tu ne peux pas retirer, parce qu'à ce stade, la motion ne t'appartient plus. Nous y avons adhéré. S'il faut retirer, il faut le faire en concertation avec nous. Je crois que c'est sa grande difficulté. Alors, beaucoup de gens ont dit que c'était une affaire de sous, l'argent a coulé. Mais il y a aussi un autre dossier qui est sorti à la suite de cette motion, c'est les salaires des députés. Un groupe de syndicalistes est passé à la télévision, annonçait que justement ce qui s'est caché derrière cette motion, c'était la volonté des députés de demander ou d'exiger au Premier ministre de revoir leurs émoluments qui devraient passer de 8 000 $ à 13 000 $. Des accusations que le député rejette en bloc, toutes tendances confondues, mais que les syndicalistes soutiennent mordicus. Bon, en fait, c'est cela. Mike a commencé par une analyse parfaite que je partage, celle de dire que toute personne de la majorité, toute personne, même le Premier ministre, tout le monde sait que la censure d'un gouvernement, c'est une chose tellement grave qu'on ne peut pas la laisser au caprice de quelques individus aigris, ceci, cela. Non, c'est une affaire d'une décision du chef de la majorité. Matata le sait. Tout le monde le sait, l'entourage de Matata le sait. À tel point que, quel que soit le nombre de gens qui se disent individuellement non contents de Matata, de ceci, de cela, peuvent signer la motion, mais la décision finale ne tombera pas. Mais c'est pourquoi moi, je suis plutôt étonné par la contre-attaque. La contre-attaque pour le compte du Premier ministre, une contre-attaque qui a comme objectif, c'est de livrer certaines personnes, de livrer l'AMP, de livrer le PPRD, comme si il est déjà arrivé que le PPRD ou la AMP puisse faire partir en Premier ministre ou qui que ce soit sans qu'il y ait une concertation à haut niveau. Moi, je pense que ça, c'est, même si tous ces gens qui sont en train de faire les avocats du Premier ministre n'ont pas l'habitude des partis politiques, ils n'ont pas l'habitude de tourner autour des partis, ce sont juste des gens qui sont venus, je ne sais pas où, mais ils ont énormément tort de penser qu'aujourd'hui, toute l'AMP ramperait pour le départ de Matata, que tout le PPRD ramperait pour le retour. C'est ce que un peu Mike a dit ici, en citant notamment le secrétaire général du PPRD. Moi, je pense que s'il y a une personne qui a régulièrement des consultations avec le chef de l'État, c'est le secrétaire général du PPRD. Je ne le vois pas sous pression. Parce qu'en fait, c'est le chef de l'État qui nomme le Premier ministre. Ce n'est pas Matata qui a nommé. La décision de nommer tel ou tel autre mandat. Donc, le secrétaire général du PPRD n'aurait aucune raison de s'en vouloir à Matata dès le moment où c'est le chef de l'État avec qui il cause régulièrement, qui a nommé le Premier ministre, qui peut faire partie Matata aujourd'hui, nommé Bienvenu ou bien nommé Safou. Pourquoi pas, hein? Donc, c'est le chef de l'État et pas... Donc, le secrétaire général du PPRD est en position telle que il ne peut même pas engager une guerre contre Matata. Très bien. Il ne peut pas. Alors, et la preuve, c'est que beaucoup de gens ont dit que c'est lui qui a dissuadé. Mais justement, les gens, l'entourage de Matata est en train de faire une défense qui n'est pas suicidaire, je pense. Je vais revenir à vous. Alors, Daniel Safou, cette affaire d'émoluments, il y a beaucoup de gens dans le document rendu public par ces syndicalistes, ils fustigent ce qu'ils qualifient de la gourmandise des députés qui voudraient avoir leurs émoluments passés de 8 000 à 9 000 à 13 000 $, au même titre que les sénateurs qui toucheraient déjà 13 000 $. Difficile de le dire. C'est de là que naît le débat. Hein. Beaucoup de gens se disent, mais pourquoi on ne peut pas alors ouvrir carrément un débat sur les salaires des animateurs des institutions, combien touche le président de la République, combien touche le Premier ministre et tous les autres. Alors, est-ce que c'est vraiment approprié en ce moment de se livrer à une guerre pareille? Oui, merci beaucoup, mais je voudrais rester dans le contexte même de la question de savoir est-ce qu'il y a crise entre le Parlement et le gouvernement.
Je vais rester là-dessus. Mais parler des émoluments, je crois que ça a toujours été mon cheval de bataille, mon combat. Nous sommes un pays où la discrimination salariale est à tous les niveaux. Quand vous prenez ce que Kabila touche à d'autres chefs de l'État, vous verrez que les Congos, donc nous sommes toujours en deçà de la discrimination salariale à tous les niveaux. Et les écarts, pourquoi ces écarts? Car lorsqu'un sénateur en a 13 000, les députés nationaux en a 8, les fonctionnaires en a 43, les policiers en a 63, et vous avez les huissiers. Donc cette cacophonie-là de la discrimination salariale ne peut pas permettre l'harmonie même nationale. Je crois que les salaires constituent la vie des familles. Là où nous nous disons, si la famille a été détruite dans notre pays, parce que la famille n'existe pas dans ce pays, c'est par rapport, n'est-ce pas, à la discrimination salariale. Je reviens maintenant, les députés d'ailleurs en angolais qu'on sort vous touchent, n'est-ce pas, des émoluments aussi grandiloquents que par rapport à nous. Mais le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est le gouvernement et le Parlement. Matata doit devenir politique. C'est ce qu'on attend de lui. Les politiques veulent une communication entre cette politique-là et Matata. Oh, Matata, d'un côté, c'est un technocrate. De l'autre côté, il s'agit de la classe politique. C'est cette confusion-là, à la fois rationnelle, sociologique, qui pose problème. Vous verrez aujourd'hui, il y a eu motion, si de la majorité ont retiré leur signature. Mayo est tenté de rêver tout en étant debout. Ça ne va pas passer. Je sais, il y a certains éléments qui viennent de la majorité, dont la minorité récupère pour grimacer notamment et soutirer parfois quelque chose là-dessus. Mais ni le Parlement, constitutionnellement parlant, c'est impossible que la minorité arrive, n'est-ce pas, à renverser Matata. Ce sont des jeux. Mais qu'est-ce que la majorité? À moins qu'ils le veuillent, hein, les députés de la majorité. Non, ça ne se fera pas comme a dit Mike. La majorité attend de Matata un nouveau comportement. Lesquels? Qui puisse devenir politique. Il doit coopérer. Il doit collaborer, il doit corroborer même à certaines histoires au sein, n'est-ce pas, de la majorité. Quelle histoire, c'est ça justement? Vous voulez qu'il aille dans le sens de... Mais Mike, il vous a dit Tozo Liaté. Matata Tozo Liaté. Ah, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Moi, je décrivais la majorité telle qu'elle se présente dans ces différentes fractions. Je suis au niveau du comportement. On a toujours dit la classe politique congolaise doit être revue et corrigée. Cette classe a des problèmes d'ordre éthique et moral. Et maintenant, Matata vient avec un nouveau type de comportement. Il vient avec sa rigueur en tant que gestionnaire, économiste. Vous vous rappelez, nous avons tous appris l'économie politique. Matata maîtrise encore davantage mieux que toi et moi. Vous comprenez? Alors, les gens qui sont habitués à la facilité, les gens qui sont habitués à la mafia, les gens qui sont habitués à les coups bas, ils se les retrouvent, ils disent, mais celui-là ne communique pas. Mais celui-là, mais moi en tant que journaliste, je vais dans la merci. Je demanderai à Matata, non pas seulement qu'il y ait les comportements qu'on a connus aux anciens premiers ministres, mais qu'il y ait un comportement d'un politique. Aussi longtemps qu'il sera sourd-doué, qu'il sera technocrate, il aura toujours des problèmes avec ses compagnes. Très bien, merci. Alors, bienvenue. Votre analyse de cette question, technocrate ou quoi? Bon, les députés. D'ailleurs, la question de fond du député Mayo, c'est la situation sociale du pays qui ne cesse d'aller vers le bas. Le peuple vive, les Congolais ne vivent plus normalement comme c'était le cas dans le passé. Le niveau de pauvreté a atteint des niveaux tels que il y a des familles qui n'arrivent même plus à trouver de quoi mettre sous la dent, ainsi de suite, salaire, route, école, santé, beaucoup de questions dont le député voudrait que le Premier ministre apporte des questions à défaut de se faire de choix par le Parlement. Écoutez, Charlie, qu'est-ce que la motion de Mayo allait changer sous le soleil? Moi, je crois que c'est un coup d'épée dans l'eau. Nous sommes en démocratie, c'est du droit du député d'interpeller le Premier ministre et même de tenter de le faire partir. Mais moi, je me dis, dans l'environnement qui est le nôtre, Matata est là par la volonté d'une personne qui s'appelle Joseph Kabila. Matata partira par la volonté de cette même personne qui s'appelle Joseph Kabila, qui l'a désigné. Et vous, rappelez-vous, ce Parlement depuis 2006, ce Parlement, cette Assemblée nationale n'a même pas fait tomber un simple ADGA. Personne. Le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est une coquille vide sur le plan du contrôle et il n'a pas changé de philosophie. Et même alors, si Kamere avait tenu les bruits d'une certaine manière au point de faire fonctionner un semblant de démocratie, des débats démocratiques, mais à l'arrivée du professeur Bochab, on avait une Assemblée nationale caporalisée. Aujourd'hui, avec
au Ben Minakou, on a plutôt une Assemblée nationale aphone, hein, une Assemblée générale qui n'existe pratiquement plus. Donc c'est dire que les débats démocratiques étant tués, l'Assemblée nationale ayant renoncé volontairement à sa mission de contrôle, hein, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on puisse démissionner un Premier ministre à travers cette Assemblée nationale. Donc c'est dire que c'est un coup d'épée dans l'eau et pour lequel moi je blâme l'UNC. Pourquoi avoir prêté les flancs à ces jeux de la majorité où les gens cherchent à forcer ma tête à ouvrir les vannes? Pourquoi avoir joué ces jeux? Moi je pense que l'opposition ferait œuvre utile de travailler plutôt dans le sens d'avoir une commission nationale indépendante, réellement apolitique, pour leur permettre, le cas échéant, de prendre la direction des affaires en 2016. Très bien. Mais aujourd'hui, oui, se hasarder dans des initiatives telles que comme motion de censure ou autre, c'est une perte de temps inutile, hein, une perte d'énergie qui ne nous avance en rien. très bien. Alors, attendez, je vais revenir à vous. Alors, Mike, parlant des salaires quand même des animateurs des institutions, est-ce que c'est un secret, par exemple, ou c'est un tabou de savoir combien touche le président de la République? Hollande a rendu public ces émoluments. Hein. D'ailleurs, il y a notre confrère Le Phare qui a titré à la suite de l'affaire Cahuzac en France qu'au Congo, on devait aussi savoir, parce que même la disposition constitutionnelle qui exige que tous ceux qui accèdent à des institutions publiques fassent la déclaration de leur patrimoine à l'entrée et à la sortie. Personne ne se conforme presque à cette... Est-ce que c'est un tabou aujourd'hui de savoir combien touche un député, combien touche un ministre, un sénateur, pourquoi pas le Premier ministre et toutes les autres personnes qui animent les institutions publiques? C'est un secret entretenu à tous les niveaux des institutions de la République. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il est question de parler des émoluments des députés nationaux, tous sont d'accord pour le faire à huis clos. Donc ils savent que c'est indécent si jamais ils se mettaient à parler de cette question publiquement. Parce qu'en réalité, ils gagnent trop. Je suis moins étonné quand Daniel compare les émoluments de nos députés aux émoluments des députés angolais, pour dire peut-être que là-bas ils touchent un peu plus, mais nous ne sommes pas au même degré de prospérité. Et encore, si vous devez comparer les émoluments de nos députés avec ces mêmes des pays avancés, nous sommes déjà dans la moyenne. Ailleurs, des députés sont à 8 000 euros, donc à peu près peut-être à 10 000 ou 11 000 $. Et vous, dans un pays autant pauvre, qui est inexistant, vous avez des gens qui touchent 8 000 $. Quel est leur mérite? Il y a des gens qui ont des diplômes, tous ici nous avons été à l'université. Où est-ce qu'on peut trouver un boulot à 1 000 $ ici? Pourquoi eux sont à 8 000? Oui. Où est-ce qu'on trouve un boulot à 8 000 $ ici? Il faut mettre les députés dans de bonnes conditions de travail. Pourquoi les mettre, lui, dans de bonnes conditions de travail, comme si en fait dans la société, il n'y a qu'un seul maillon qui travaille, l'Assemblée nationale? Vous croyez que nous tous là, nous n'avons pas de mérite? Les enseignants n'ont pas de mérite? Où est-ce qu'il y a un boulot à 1 000 $ ici? Et j'aimerais d'ailleurs, c'est parce que nous, journalistes, non, c'est parce que nous ne sommes pas sérieux, nous sommes leurs complices. Nous avons de coupage, ils nous dépendent de temps en temps. Commençons par faire une étude pour savoir de ces 500 députés, combien ont travaillé dans leur vue, ont eu un boulot et avec quel salaire par le passé avant de devenir député. C'est trop facile. Vous devenez député, vous avez 8 000 $, vous croyez que ça ne suffit pas. En fait, quand ils sont députés... C'est la raison pour laquelle, pas pour vous couper, il y en a qui ont comme suppléants leurs membres de famille. Oui, quand ils sont députés... Les suppléants sont payés par l'État. Non, mais justement, quand ils sont députés, cette manne ne tombe pas... Quand ils sont députés, comme nous sommes tous pauvres, leur plus grand crainte, c'est que demain, quand je partirai, comment je vais vivre? Alors, ils veulent avoir le plus gros émoluments possible pour en mettre un peu à côté. Je crois que c'est en fait nous, les journalistes, nous ne faisons pas ce travail. Il ne faut pas chaque fois, nous, poser la question, ne pouvons-nous pas demander au président de la République de nous dire combien il touche? C'est à nous d'aller chercher combien il touche. Quand le président de la République dépasse ce qui est prévu pour sa dotation, ça arrive, parce que chaque année ici, ou à un niveau ou à un autre, où on dépasse largement la dotation initialement prévue. Est-ce que nous en faisons une information à livrer à notre public? Il y a un problème chez nous les journalistes, nous ne sommes pas préoccupés par cette question, il y a comme une sorte d'autocensure chez nous, même les questions les plus banales, nous les prenons pour des questions sensibles, et en fait nous nous faisons complices de ce genre. Nous ne devons pas nous poser la question, nous devons faire notre travail de journaliste, chercher à savoir combien ils touchent. Merci comme Mike. le confort le phare l'a fait, et ça j'applaudis. Merci. Alors, en une minute, est-ce qu'on peut aujourd'hui ouvrir un débat? Parce que les syndicalistes sont venus avec des éléments pour dire qu'un député touche le salaire de 200 fonctionnaires. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment, on ne risque pas beaucoup en allant dans ce sens-là d'ouvrir un débat sur les salaires que touchent
tous ceux qui sont pris en charge par les trésors publics? Bon, en fait, moi, ce qui est incongru de ma part, c'est que les gens estimaient que le moment de parler de ce salaire, c'est le moment où les députés veulent que le Premier ministre aille leur expliquer. Mais c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'y a-t-il de si anormal que le Premier ministre se présente devant l'Assemblée nationale et qu'il dise ce qu'il peut dire, tout en sachant qu'il y a toutes les soupapes de sécurité autour, sécurité politique et ainsi de suite. Mais c'est ça qui est mauvais, que les syndicalistes sortent de leur go. Ah non, on voudrait que Matata aille au Parlement parce qu'on veut lui faire la peau. C'est ça qui est anormal. Nous devons apprendre que le Premier ministre, parce que le chef de l'État est politiquement irresponsable, c'est le Premier ministre qui répond de tout dans le pays. C'est normal qu'on l'appelle au Parlement. Que le député de l'opposition fasse de la digression, ainsi de suite, mais c'est au Premier ministre d'aller démontrer qu'effectivement il y a la digression. L'ancien Premier ministre s'est rendu combien de fois? Mais on a constaté que ceux qui l'appelaient eux-mêmes n'étaient pas en ordre de bien l'appeler conformément à la Constitution. Mais ça ne sert à rien de commencer un combat avant, et jusqu'à un combat qui consiste même à scier la branche sur laquelle le Premier ministre est assis, c'est-à-dire l'AMP et le PPR de son parti politique. Ce n'est pas normal. Merci, rapidement. Ça n'est pas être politique. Quand ça demande au Premier ministre de devenir politique, c'est de devenir politique et à comprendre qu'il est Premier ministre parce qu'il y a une majorité, et il y a cette majorité parce qu'il y a déjà des partis politiques qui se sont battus pour qu'il y ait cette majorité. C'est ça devenir parti politique. Ce n'est pas que les gens doivent aller manger. Mais combien de gens rasent les murs de la primature? Quand même, lorsqu'on parle de majorité, s'il y a, supposons qu'il y ait 2-3 personnes qui a demandé de l'argent au Premier. Mais c'est vraiment toute la majorité, avec 350 partis politiques, avec tout ça. Non, je pense que c'est exagéré. Il faut c'est exagéré. Alors, on est en train de faire le mythe Matata sur ce point-là pour rien. Rapidement, Daniel, affaire émolument et tout ça, est-ce qu'il faut un débat national autour de cela? Parce que, heureusement, vous êtes contre la discrimination salariale. Oui, je suis contre la discrimination salariale. J'ouvre une parenthèse rapidement. On ne peut fonder qu'une famille par les salaires. Les salaires constituent, c'est la conséquence même de l'épargne. L'épargne peut permettre l'organisation de beaucoup de choses. Je ne suis pas dans cette théorie, mais moi je pense qu'au Congo, les problèmes de la discrimination salariale remontent de longtemps. Pas seulement la discrimination salariale, même l'intégration, n'est-ce pas, du paysan. Donc les salaires pourraient modifier pas mal de choses. Et comparativement, n'est-ce pas, à d'autres sous-officiers. Mais pourquoi le trouvez-vous mauvais? Parce que les députés demandent aussi qu'on revoie leur salaire, ils travaillent beaucoup. J'en arrive, Charlie. Ouais. Je crois, depuis un certain moment, vous suivez la télé, vous constaterez, il y a une polémique là, il y a Zachary, il y a les musiciens ici, Kofi, qui se jettent, n'est-ce pas, de colibés. L'un dit ceci, l'autre dit cela. C'est pour dire quoi? Je voulais simplement dire que les salaires est lié, n'est-ce pas, à la capacité de sa production. C'est comme a dit mon ami, que nous sommes tous licenciés, nous sommes tous gradués, et ce qu'on peut trouver un certain milieu. Si aujourd'hui on arrive à attribuer un député, à payer un député notamment 8 000, parce qu'on s'est dit, d'ailleurs, cette histoire des salaires, ce sont les députés eux-mêmes qui sont censés voter cela. Ce sont les députés eux-mêmes, ceux qui sont censés, n'est-ce pas, voter des lois, n'est-ce pas, légiférer pour l'avenir, n'est-ce pas, la destinée même de cette assemblée. Est-ce qu'ils peuvent aller à l'encontre de leurs préoccupations? Non, je ne pense pas. Mais ce qui me préoccupe, c'est quoi? L'argent qui touche, c'est par rapport à quoi? Il y a l'inadéquation entre, n'est-ce pas, les députés et ce qu'ils doivent produire comme travail. Ils sont dans les tralala, ils sont dans les histoires inutiles. Nous avons une assemblée qui n'est pas à mesure. Nous avons une assemblée qui n'est pas à mesure de convaincre, n'est-ce pas, l'opinion nationale que réellement nous sommes députés et nous sommes appelés à défendre vos intérêts. Merci. Mais par contre, nous avons une assemblée qui se jette à des futilités. Merci. Même quand on parle de l'interpellation du Premier ministre, ça saute aux yeux au niveau de l'opinion nationale que c'est du blabla, c'est une façon de rançonner. Merci. Alors, donnez une minute à bienvenue sur cette affaire-là. Débat sur les salaires, les gens exigent. Affaire Cahuzac, est-ce que ça peut arriver un jour chez nous ici? Qu'on renvoie comme ça un ministre parce qu'il a seulement caché un compte qu'il avait dans un pays étranger en allant à l'encontre de la loi de son pays. Moi, je ne rêve pas. Je ne rêve pas, c'est pas, surtout vraiment pas avec la législature actuelle, on ne pourra pas enregistrer pareil exploit où l'on ferait partir un ministre qui aurait même tripoté dans les caisses de l'État. Dans l'argent du trésor public, je ne rêve pas parce que l'impunité est ancrée dans les systèmes actuellement. Mais, Charlie, parler des salaires des gens dans un état de droit, dans un environnement démocratique,
pourquoi est-ce qu'on doit en faire un problème? Moi, j'en fais un problème, justement. Là, je suis d'accord avec Diana, que les proches du Premier ministre agitent ce spectre pour faire peur aux autres. Ça je n'accepte pas. C'est indécent moralement, pendant cette période, qu'on puisse dire non, ils l'ont demandé puisqu'ils voudraient avoir l'augmentation de leurs émoluments. Le Premier ministre ne doit pas avoir peur de se présenter devant l'Assemblée nationale. Ailleurs, sur d'autres cieux, moi j'ai vu en France des ministres qui sollicitent à ce qu'ils soient entendus par les députés. Eux-mêmes, ils veulent expliquer un dossier, une politique, ils sollicitent d'être entendus, d'être écoutés par les députés. Mais ici, chez nous, on a peur d'être suivi par la représentation nationale comme si on est convaincu qu'on ne gère pas bien. Même alors, quand on est écouté, souvent, cette représentation nationale elle-même n'arrive pas non plus à démontrer qu'elle est supérieure à l'exécutif et que l'exécutif tient sa légitimité d'elle. Donc, c'est aussi le comportement inconséquent de l'Assemblée nationale et des députés nationaux qui font qu'aujourd'hui, ils soient traités de la sorte. Très bien. Alors, on va changer de sujet. Mike, nous allons maintenant évoquer la question liée à la situation sécuritaire du pays. Il n'y a pas longtemps, en fin du mois qui vient s'achever, les Nations Unies venaient de prendre, le Conseil de sécurité venait de voter la résolution qui autorise le déploiement d'une force internationale d'intervention pour pouvoir traquer les forces négatives qui écument l'Est du pays. Mais la réaction du M23, on le sait, Bertrand Bessi, moi, a fait savoir que ce serait lui, il a parlé même du déluge dans l'Est du pays si on venait à cette idée. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que, alors que tout le monde avait cru que Kampala ne servait plus à rien, voilà que le gouvernement a décidé de reprendre le dialogue. Est-ce que c'est justifié, ça, cette décision? Il ne faut pas dire que le gouvernement a décidé. Hein. Je crois que le gouvernement a subi énormément de pression. C'est ça le problème. À partir d'ici, je crois que nous sommes habitués à rêver, à exalter nos fantasmes, plutôt que de comprendre les enjeux régionaux et mondiaux. Aujourd'hui, le Rwanda a pris la direction du Conseil de sécurité pour une certaine période, donc ça lui permet d'accéder à un niveau très élevé de la diplomatie internationale et peut-être d'influencer des choses dans un sens comme dans un autre. Moi, je l'ai toujours dit, hein, arrêtons de rêver et de penser qu'il y aura un jour une brigade d'intervention qui arriverait ici et qui réglerait le problème. C'est des initiatives qui ont été tentées dans plusieurs coins, dans plusieurs régions du monde et peut-être qu'ils n'ont pas réussi. Il faut continuer à avoir à l'esprit que la solution ne viendra que de nous-mêmes et peut-être dans un dialogue direct et franc avec Kigali. Vous savez, le monde a fait beaucoup de pression sur Israël dans le conflit contre la Palestine. Ce n'est pas pour autant que les choses ont autant avancé. Israël profite toujours de sa position, du lobbying qu'il exerce sur le plan international pour de fois aller à l'encontre des décisions même des Nations Unies. Donc, il faut prendre en compte cet aspect des choses et considérer qu'il nous faut, nous, avoir une solution nationale. Quand je dis une solution nationale, ce n'est pas à dire qu'il ne faut pas nous impliquer dans ce que le monde propose, mais il nous faut attaquer le problème par ses racines. Et je crains fort que le problème reste entier parce qu'il y a des questions que moi je me suis posées depuis le début auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse à ce jour. C'est bien beau, la brigade internationale, mais elle sera là pour combien de temps? Est-ce que nous croyons que dans un intervalle d'une année ou de 2 ans, la brigade d'intervention aura anéanti tout le groupe armé à l'Est? Parce que, disons-nous-le, le monde ne sera pas là tout le temps à financer et de manière infinie. Regardez les difficultés que le monde peine à financer déjà les opérations au Mali où la menace est beaucoup plus grave, c'est une menace terroriste. Et donc ça signifie qu'il y a 3 piliers fondamentaux pour lesquels, excusez-moi, je ne pense pas que ce soit la seule responsabilité de Kabila, mais c'est lui qui devait s'en occuper, les 3 piliers fondamentaux depuis l'accord d'Afrique du Sud, des dialogues intercongolais, 3 piliers fondamentaux pour lesquels Joseph Kabila n'a pas beaucoup travaillé. Et si nous ne travaillons pas sur ces 3 piliers, la présence d'une brigade d'intervention internationale ne changera rien. Il y a le pilier État. Nous n'avons pas construit l'État. Nous parlons de Rutshuru et ce qui s'est passé à Lubumbashi, qui est derrière, parce que c'est trop facile pour nous de trouver les diables partout, de dire que la faute c'est l'autre. Et ce qui s'est passé à Lubumbashi, dans la 2e grande ville du pays, où quelques individus se sont organisés et ont pratiquement pris le pouvoir pendant quelques heures dans la ville, sans que les services de renseignement ne soient alertés.
Ça, c'est encore très grave ce qui s'est passé. On a suspendu le commandant régional. C'est très grave que ça arrive à un État moderne. C'est très grave. Nulle part ailleurs ça peut arriver. C'est très très grave. Et j'entends un membre du gouvernement qui passe, qui dit ce sont des voyous. C'est encore plus grave si ce sont des voyous. Parce que le jour où viendra que ce soit des groupes organisés, des vrais professionnels, alors le pouvoir, c'est un peu ça. Merci. Alors, je termine les 3 piliers. Oui. Nous n'avons pas construit l'État. L'administration, elle n'existe pas. Si vous demandez aujourd'hui quel est le nombre de fonctionnaires, personne ne sait. Si 7 ans que nous avons commencé maintenant le processus électoral, nous n'identifions pas le nombre de nos fonctionnaires. C'est un élément que je prends. Mais il y a un deuxième pilier, la démocratie. C'est un pilier sur lequel il faut beaucoup travailler. C'est ce pilier qui va amener au consensus national. Démocratie qui suppose justice, qui implique que nous soyons tous traités de la même façon. Et même salaire. Que les salaires soient attribués selon le mérite, mais pas parce que monsieur est député et qu'il n'a aucun mérite au-delà, et qu'il n'est parti même pas au débat à l'Assemblée nationale, qu'il est incapable d'élaborer un texte. Et le 3e pilier, c'est la paix. Avons-nous travaillé pour la paix? Le président Kabila s'est fait élire en 2006, sous la bannière de la paix. Il disait, je veux faire la paix, j'ai commencé déjà à la faire. Aujourd'hui, il peut nous faire le bilan sur la paix. Si nous ne construisons pas ces 3 piliers, la brigade internationale viendra, elle répartira et nous sera dans cette situation. Merci. Alors, je vais d'abord du côté des bienvenus. Bienvenue. Kampala reprend. Alors, est-ce qu'il fallait aller dans le sens de ce qu'avaient proposé les M23, notamment Bertrand Bisimwa, qui disait qu'il n'y aura pas de solution à la situation congolaise sans Kampala? Mais je pense que les autres, hein, moi, quand je parle des autres, c'est-à-dire Kampala, Kigali et Kampala, ainsi que leurs suppôts ici sur place au pays, ils sont conséquents avec eux-mêmes. Ils sont logiques, ils n'ont pas changé de discours. Les discours changent ici à Kinshasa. Hein, un matin, le ministre des Affaires étrangères, le plus sérieusement du monde, nous dit le M23 n'a pas d'autre issue que de cesser d'exister. Et si il ne cesse pas d'exister, encore une fois, je ne veux pas utiliser les mots, hein, la brigade spéciale viendra le neutraliser. Ben, je me dis, mais bon, il y a un problème de conception même de la défense de l'État. Hein, une philosophie de la défense de notre pays se pose avec acuité. Et s'il traduit le point de vue du gouvernement, je suis en train de me poser plusieurs questions sur l'avenir de cet État à travers cette législature dirigée par la MP. C'est-à-dire que, Charlie, un matin, on prétend qu'on ne peut pas négocier avec ces gens parce que la brigade spéciale viendra s'en occuper et que le lendemain, on saute dans un avion, on va négocier avec les mêmes. Je crois qu'il y a des contradictions tellement flagrantes. On a renvoyé de l'armée, les généraux, les officiers du M23 qui posaient problème. Et puis, il fallait quand même terminer ce qu'on avait déjà commencé à Kampala. Non? Charlie, si les ridicules pouvaient tuer, si les ridicules pouvaient tuer, on aurait rempli nos cimetières. Vous avez suivi la réponse de Bertrand Bisimwa? Ces gens qui ont quitté l'armée, ils avaient déjà quitté l'armée. Le fait de partir en rébellion, mais ils ont déjà quitté l'armée. Moi, j'avais déjà entendu cette affaire des révocations il y a plusieurs mois. Pourquoi ça sort aujourd'hui comme un cheveu venu de... Non, Charlie, le vrai problème, c'est que retourner à Kampala, c'est continuer à jouer le jeu des Kampala et de Kigali. C'est continuer à jouer le jeu du M23. Merci. Et finalement, je me dis, si tous les discours qu'on nous tient, c'est pour nous endormir, et qu'en réalité, on joue le jeu des Kampala et de Kigali, ben, il serait préférable que ces gens-là nous disent que nous tous, nous mettions à la suite des Kampala et de Kigali. Il faut être optimiste. Soyez optimiste, bienvenue. Daniel Safou, Kampala, intervention de la brigade d'intervention décidée par les Nations Unies. La MONUSCO a d'ailleurs même donné, au cours de sa conférence de presse de mercredi dernier, un peu beaucoup plus de détails sur ce que ça va être, puisque ils vont travailler avec les militaires de la MONUSCO. Est-ce que c'est une garantie pour la paix? Monsieur Charlie, on ne dirige pas un État avec les mensonges. Ça, c'est un élément fondamental. Même sur le plan spirituel, quand vous procédez avec les mensonges, vous êtes victime d'une grande malédiction. Nous avons un pouvoir qui n'a pas peur de la population. Vous avez vu la dernière conférence de presse, Raymond Tchibanda et Lambert Mende. Ils sont montés sur leurs chevaux pour confirmer que le M23 a perdu toute sa substance. Et d'ailleurs, nous osons croire que ça ne va plus exister, avec des affirmations. Un art oratoire lié au mensonge ne construit jamais un état de droit.
l'art oratoire doit être engagé, n'est-ce pas, à l'amélioration, n'est-ce pas, de la vie sociale des gens, sur le plan mental même. On peut ou ne pas avoir les salaires au lendemain de nos déclarations ou de nos revendications, mais sur le plan mental, lorsqu'il y a des canaux qui garantissent l'avenir, on peut se dire non, ça c'est un gouvernement, si on leur donne du temps, ils peuvent améliorer notre vie, ou notre social doit s'améliorer. Il faut un contrat social dans ces pays. Le contrat social n'est pas seulement les salaires, le contrat social n'est pas seulement la justice, le contrat social... J'en arrive, je veux dire que nous devons être sérieux vis-à-vis, on doit respecter le peuple congolais. Qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas respecter le peuple? On doit dire la vérité. Et notre Parlement doit aujourd'hui se dire qu'est-ce qui se passe avec ces accords. Le Parlement n'a jamais donné, n'est-ce pas, sa position. Aujourd'hui, nous reprenons, n'est-ce pas, les contacts avec, les dialogues avec le M23. Mais le même gouvernement informe à la population, c'est M23 n'a plus les sangs. Charlie, le vrai problème, c'est quoi que je vous dise? Qu'est-ce qui est caché derrière cela? Ce qui est caché derrière cela, on veut encore provoquer une inondation des officiers militaires au sein des FARDC. Intégrer, n'est-ce pas, les militaires. Certains sont ici à Kinshasa, qui hier ont violé nos mamans, soi-disant officiers du M23. N'est-ce pas qu'il y a la paix, il y a l'accord entre M23 et le pouvoir, ils sont ici. Les vrais problèmes, c'est ça. Les M23, les CNDP qui avaient signé l'accord. Les M23 n'ont pas encore signé l'accord. Je parle du M23, les gens qui ont fait la guerre, parmi les officiers qui ont récupéré Goma. Il y a des négociations, voir dans quelle mesure ils peuvent s'intégrer, n'est-ce pas, dans l'armée. Mais voilà le problème. Le problème, c'est sur à quel niveau? Les Rwandais nous a laminés à tous les niveaux. On ne cessera pas de le dire. Au niveau des services, au niveau de l'armée, au niveau même de la police. Mais ils veulent continuer encore de provoquer davantage l'inondation, n'est-ce pas, des officiers au sein de l'armée. Moi, je crois qu'il doit y avoir des sanctions. Ceux qui ont quitté, n'est-ce pas, l'armée pour aller faire la rébellion, ils doivent aussi être sanctionnés. Merci. Les vraies négociations, oui. On veut intégrer des officiers au sein des armées. Nous allons les intégrer. Juste une information. Oui. Juste, il a raison, il y a des officiers proches de Bosco Ntaganda qui sont déjà ici à Kinshasa. On sait où ils sont logés, ils sont déjà en négociation avec le gouvernement. Merci. Il y a quelques officiers... Merci. Alors, il doit vous dire la vérité, il ne doit pas tromper la population. Alors, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pensez de la reprise des négociations? Il y a beaucoup de gens qui pensaient que finalement, la seule résolution 2098 suffisait pour... que la paix redescende comme à l'époque de Noé, où la colombe venait symboliser la paix. Les gens qui sont en face de nous ont des armes. Le M23 a prévenu que si la brigade là arrive ici à Bunagana, ce sera le déluge. Donc apparemment, ils ont le moyen de leur politique. Oui, mais écoutez, j'ai entendu des histoires ici. Je veux un peu me baser sur ce que Daniel vient de dire, que une éloquence dans le mensonge, il y a malédiction au bout. Mais il ne faut pas faire la même chose que vous condamnez. Enfin, vous savez, vous voulez que j'essaie de résumer un peu tout ce que j'ai entendu. Allez-y, attendez. Je veux résumer un peu ce que j'ai entendu ici. Nous n'avons pas d'armée. Pas d'armée. Nous ne voulons pas de négociations. Nous ne voulons pas de brigades non plus. Nous voulons la paix. Imaginez-vous, c'est ça la logique, c'est tout ce que je vais d'entendre ici. Tout le monde est convaincu que non, il n'y a pas d'armée ici. Et tout le monde ne veut pas qu'il y ait des brigades internationales pour aider à la paix. Tout le monde estime qu'il ne faut pas y avoir de négociations avec... Donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Voilà le mensonge. Un état de droit. Bon, alors, je voudrais dire ceci. Que le Congo n'est pas le seul pays au monde. Je peux citer, si aujourd'hui l'Occident existe, parce qu'il y a eu le débarquement de Normandie, ce sont des troupes d'ailleurs qui sont venues pour aider. Le fait qu'on vienne vous aider ne veut pas dire que vous ne formez pas votre armée. J'aimerais aussi ce que Mike a dit tout à l'heure. Nous n'allons pas seulement chercher le salaire de tout ça, notre faiblesse de journalistes. Nous devons aussi aller savoir qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps, pendant que nous attendons la brigade, qu'est-ce qu'on fait du côté de l'armée. Comment notre armée se prépare? Nous ne le faisons pas. Nous sommes là pour dire le fait qu'on attend la brigade, donc c'est qu'on a déjà donné congé aux militaires, ils sont chez eux avec tous les officiers. Donc il n'y a plus rien dans les états-majors de notre armée. C'est ça qu'on veut nous faire croire. Que le fait que la brigade viendra, donc notre armée, nous l'avons mis en congé. On a nommé récemment... Non, ce sont des touristes qu'on a nommés pour aller aux touristes à Mwanda et consorts. Non, c'est pour dire que nous devons être cohérents dans ce sens que le Congo n'est pas le premier. Nous avons vu Artemis
en Ituri. Il a quand même pacifié Ituri avant que la MONUSCO y aille. Nous avons la situation au Mali, quel que soit le problème, qu'il s'agit d'un terrorisme international. Il y en a là-bas. Nous avons vu la bande d'Aouzou, elle a duré ce que ça a duré, mais ça s'est terminé. Le Rwanda peut rester au Congo. Nous avons vu l'apartheid en Afrique du Sud, c'est fini. Le Rwanda peut rester au Congo, je lui donne encore même 200 ans. Mais il finira, ça finira parce qu'il s'agit de notre pays. Il finira par partir. Or, je ne peux pas lui donner même 200 ans. Non, mais j'ai dit que je lui donne même 200 ans. Oui. Vous savez ce que ça veut dire. Oui. Mais c'est pour dire que la brigade internationale, elle vient. C'est la communauté internationale qui l'a décidé qu'elle va venir. De même les négociations. Les gens qui disent ah, le gouvernement rentre, mais le gouvernement n'était jamais parti de Kampala. Moi, j'ai assisté à une restitution dans le cadre de l'EIP. J'ai dit, nous avons retiré le bureau de négociateurs parce que ça a un coût. Oui. Mais les experts, vous avez déjà vu l'abbé Malmal rentrer ici, il est resté là-bas. Les experts sont restés là-bas. Mais pourquoi? Parce que le gouvernement congolais veut jouer cette carte jusqu'au bout. C'est la Cyrigel. Quelqu'un vous invite, venez négocier. Et vous vous dites non, je m'en vais. Non. On attend que Museveni mette fin à ces négociations, assez pour parler de Kampala. Le Kinshasa ne veut pas être responsable de la fin, quel en sera le suite. Si demain on coupe et qu'il y a des situations, vous allez dire, ah mais c'est Kinshasa avait refusé de négocier. Bien, si l'on doit suivre la logique de la continuité de ces négociations, on aboutira à l'intégration des militaires du M23. Parce que qu'est-ce qu'on fera si jamais ils ne doivent pas rester à Bunagana parce qu'à Bunagana, s'ils restent là, la brigade internationale va aller les anéantir. Oui, et si on signe un accord avec eux, c'est pour qu'ils intègrent encore l'armée. J'ai suivi le ministre des Affaires étrangères de la francophonie, qui est le négociateur dans ce sens. Il a dit ceci, il a posé un problème. Il a dit, il y a des jeunes gens là-bas qu'on avait embrigadés de force dans cette zone. Faut-il que l'avenir de ces jeunes gens-là soit compromis définitivement? Des jeunes gens qui ne sont pas responsables réellement, mais qui ont été embrigadés. Merci. Nous avons encore un dernier sujet à aborder. Il nous reste quelques minutes. Nous commençons avec Daniel Safou. Il faut être bref, Daniel. Un autre sujet qui a défrayé la chronique, c'est vrai qu'il est présumé innocent, mais le pasteur Denis Lessi se trouve aujourd'hui dans la NAS. Il a été présenté à la tête d'une bande de présumés escrocs. On l'a présenté à la police. Aujourd'hui, ils sont devant la cour. Quelles leçons, que ce soit l'Église ou les Congolais, doivent tirer de cette affaire? Rapidement. Ici, je me répartis, n'est-ce pas, de l'Amérique latine. Et évidemment, voir aussi l'actuel pape. L'Amérique latine s'est attelée sur une théologie qui a permis à ceux qui puissent mettre fin à la dictature. Ce qu'ils appellent la théologie de la libération. Par la théologie de la libération, ils ont pu anéantir, n'est-ce pas, les mauvais dirigeants, ils ont pu anéantir les mauvais systèmes, ils ont pu chercher ce que j'appelle les contrats sociaux. Aujourd'hui, vous constatez, il y a une montée économique et consort dans les pays d'Amérique latine. Et la paix est revenue à l'Amérique latine. Et je reviens maintenant chez nous au Congo. L'Église, n'est-ce pas, ici il faut l'identifier, parce que l'Église est vaste, c'est corps de Christ. L'Église des réveils, comme ils appellent ça, entre guillemets, est en train de faire, de tirer les peuples vers le bas. Hein, ce n'est pas une église qui libère, mais je crois que c'est une église... la faute d'une personne, non. Les comportements de Denis Lessi, nous en parlons parce que c'est sorti à jour. Non, en plein jour. Mais sinon, il y en a encore qui on n'a pas encore récupéré, qui se comportent plus que Denis Lessi, sur le plan éthique et moral. Ce sont des criminels, tout en étant pasteurs ou hommes de Dieu. Ils se disent hommes de Dieu tout en commettant des crimes. Si on n'avait pas, Dieu n'a pas permis qu'on tombe sur les comportements machiavéliques et diaboliques de Denis Lessi, on ne connaîtrait pas. Hein? Je vous informe que Denis Lessi est là, il est dans les sérails, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de la mouvance, n'est-ce pas, présidentielle. Vous trouverez sa femme gérer la communication des mamans Olive Lembe, vous trouverez lui-même Denis Lessi, tantôt là les accointances avec les gens de Kabila. La leçon qu'on doit tirer, c'est quoi? Les chefs de l'État doivent se choisir des hommes intègres. Très bien, merci. Pas les mafieux. Merci. Et encore, je vais conclure par là. Je vais conclure par là. Oui. Pendant les grands moments, il y a eu des grands moments ici. Oui. Il y a eu un moment où la vérité désire, les moments des élections. L'Église n'a pas donné sa position, cette Église de réveil, qui est appelée à la disparition.
qui appela la disparition. Alors, le peuple congolais merci. commence à comprendre. Merci. Fini ce genre d'activité de dîmes et consorts. Merci. Aller passer des nuits dans les églises qui ne changent pas la vie des hommes, mais qui changent le mieux-être du pasteur. Très bien. Alors, Mike, rapidement, voilà, le dossier Denis Lessier, c'est vrai, ils doivent comparaître, je précise, mais quelle leçon le Congolais doit tirer de cette affaire? Permets-moi d'ouvrir une digression. 30 secondes, c'est pas pour faire le contradictoire avec Diana, mais c'est cela la difficulté de Diana. Diana, c'est quoi en devoir chaque fois de contrer? Non. Quand nous sommes là, nous sommes en train d'analyser, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas le Congo et que Diana ne se sente pas attaquée chaque fois. Je crois que chacun a son appréhension du phénomène politique national. Oui. Il essaie d'analyser, quitte à ce que le dirigeant comprenne. Quand on lui pose par exemple la question de ce qui s'est passé au Katanga, ça il ne peut pas aborder les défenses des services de sécurité et de l'armée. Si vous le dites sur un plateau, c'est pour interpeller les dirigeants, ce n'est pas pour demander à Diana forcément de contrer. Merci. Nous aimons tous le Congo. Allez-y. Oui, alors à propos de Denis Lessier, ce qui s'est passé révèle un phénomène. Révèle que en fait l'État est assis sur le trafic d'influence. Ça ne peut arriver qu'au Congo démocratique, dans un pays sérieux, on ne verra jamais un pasteur aller dire à un ancien ministre que j'ai été nommé conseiller spirituel du chef de l'État et que je vais t'amener les petits frères du président pour te faire revenir au gouvernement. Donc ça dit, il y a un problème qu'ici, les gens utilisent leur position pour placer d'autres gens pour gagner de l'argent. C'est cela la leçon à tirer. C'est cela la moralité. Donc, des gens ont compris que les systèmes fonctionnent sur base du trafic d'influence et ils profitent de ces systèmes-là. Il faut arrêter ces systèmes où c'est au téléphone que les affaires de l'État sont réglées parce que je suis proche de tel ou fils de tel, c'est ça le problème. Merci. Merci Mike. Alors, avec vous, en une minute, quelles leçons que les Congolais doivent tirer de cette affaire, même si je précise encore que c'est la justice qui va se prononcer en dernier ressort. Oui, mais en fait, c'est depuis longtemps que nous avons des pasteurs escrocs. Et ils escroquent même au nom de la Bible officiellement sur des chaînes de télévision, déposer ceci, s'aimer, prendre l'argent pour le président, s'aimer. Je connais des familles qui se sont disloquées parce que la femme a pris l'argent. Je connais dans une famille, la femme a pris l'argent que le mari préparait pour sa campagne. La femme est allée donner, s'aimer cet argent est invisible. Je connais beaucoup de foyers qui se sont disloqués parce que les femmes sont allées s'aimer l'argent, ça n'a jamais germé. Jusqu'aujourd'hui. Il n'y a rien qui germe là où ils sont allés s'aimer. Mais par contre, ça germait dans la partie. Et lorsqu'on laisse passer toutes ces pratiques-là, Denis Lessier est allé au-delà de tout cela, mais dans la même logique de se faire de l'argent. On se fait de l'argent au nom de la Bible, on se fait de l'argent au nom de tout cela. Et je pense que cela, si on ne réglemente pas les mœurs à travers les églises, moi je pense que on trouvera... Mais j'aimerais ajouter une petite chose pour dire à Mike que nous sommes... Non, c'est pour dire que nous sommes ici chacun avec son opinion. Lorsque son opinion est choquée, c'est normal que chacun réagisse. Comme il réagit à ce que moi j'ai dit. C'est normal que moi j'ai réagi à ce qu'il a dit. Alors merci, c'est ça. Alors bienvenue. L'honneur, il y en a qui disent l'honneur de l'église est jeté en pâture à travers ce qui s'est passé. C'est d'abord l'église aussi, parce que tout le monde est croyant. Bienvenue en une minute. Qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que les gens doivent ne plus prier parce que cette situation est arrivée? Est-ce que c'est un cas fortuit? C'est vrai. Qu'est-ce que les gens doivent... J'ouvre une grosse parenthèse. Rapidement, vraiment. Très rapidement pour dire que je n'accepterai jamais que mon pays soit à genoux pendant des 100 ans. Et pour ce faire, les jeunes Congolais doivent se lever rapidement et se battre avec un leadership qui comprend que le pays ne doit pas être à genoux pendant des 100 ans. Très bien. Alors, c'est dit par rapport à cette histoire des pasteurs Denis Lessier, bon, je l'appelle encore pasteur, parce que ce qui a été fait, la présomption d'innocence, moi, ça ne me surprend pas. Moi, ça ne me surprend pas du tout et il n'est pas le seul. Il est tombé dans la nasse, mais les autres sont en train de continuer à voguer librement. C'est constaté également que la victime, c'est son comportement qui m'intrigue et qui me laisse stupéfait. La victime s'est fait escroquer à 3 reprises par les mêmes paroles, et puis un ancien ministre, un pasteur lui aussi. Je me dis, la société est descendue très très bas. Et là aussi, ça démontre que nos dirigeants ont des fréquentations très douteuses. Très douteuses parce que Denis Lessier,
je viens d'avoir une révélation ici aujourd'hui, hein, et la plupart des gens qui sont tout autour du chef de l'État sont tellement suspects. Hein. Le pasteur Ouniga, il était encore un proche spirituel du chef de l'État, nous a-t-on dit. Il se retrouve aujourd'hui dans la rébellion. C'est dire que le président, hein, il manquait réellement les 15 personnes qu'il recherchait. Et j'ai comme l'impression qu'il continue à manquer alors qu'il y a Diana qui est ici. Merci en tout cas. Merci, nous n'avons pas eu le temps d'aborder d'autres questions. Merci vraiment pour ce débat qui enrichit et qui amène les gens à comprendre. Le souci, c'est que le pays puisse quitter le stade actuel probablement pour un niveau qui permettrait à tout le monde de vivre correctement. Et voilà, pour les chrétiens, accepter ça avec foi. Et il ne faut pas perdre votre foi à cause de la faute d'une seule personne. Je crois que Dieu reste le même et il reste la vérité. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous qui l'avez analysé avec moi et merci à vous suivi. Le prochain numéro, c'est déjà pour la semaine prochaine, mais l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir. Merci.